Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les titres, les principaux de cette édition. Gestion des affaires publiques, les fautes de gestion reprochées à Iya Mohamed à la Sodecoton peuvent lui coûter cher. À la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière du football camerounais qu'il patronne depuis plusieurs années, c'est du moins l'avis des experts en droit que nous écouterons dans ce journal. À quoi tient la timidité de la campagne électorale en vue des sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année? Des explications dans cette édition. Retour sur la liberté de la presse au Cameroun, c'est le débat de ce 20h. À la faveur de l'emprisonnement du directeur de publication du journal Parole, incarcéré à la prison centrale de Nouvelle depuis quelques jours pour diffamation. Voilà pour les manchettes. Les principales de cette édition, les détails dans un très court instant. Bonsoir madame, monsieur, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision, bienvenue au journal de 20h. Le taxi qui a échoué depuis hier dans les eaux du fleuve Vouri a finalement été remonté cet après-midi. Le véhicule a été repêché avec à son bord le corps sans vie du conducteur, le nommé Mbomo Guillaume, conduisait cette voiture immatriculée littorale 970 DA. La circulation sur le pont est restée paralysée pendant de longues heures du moins, l'autant qu'aura mis l'opération d'extraction qui a mobilisé l'ensemble des corps de l'armée camerounaise. Des détails dans ce reportage signé Serge Alain Auto. Il a certes gardé son éclat. Il est enfin sorti de l'eau et à son bord, un passager, un seul. Ce taxi, dont la disparition dans les profondeurs du Vouri aux premières heures de la matinée de dimanche 31 mars a continué d'alimenter les conversations dans la capitale économique. Les populations sorties par centaines pour vivre de visu la scène et sous le poids de la canicule, les nerfs ont lâché. Depuis on ne fait rien. Le taxi tombe dans l'eau depuis 6 heures. On est aujourd'hui le lendemain, peut-être à 11 heures. Il n'y a pas de réaction administrative. La forte présence des forces de défense, terre et mer, pouvait laisser penser à un abandon jusqu'à l'arrivée de cette grue. L'espoir gagne les nombreux curieux et sur le fleuve, on peut apercevoir cette bouée de signalisation, preuve que l'épave a été repérée. Et tout près, des hommes grenouilles de l'école de plongée de l'action de l'État en mer s'en vont à la rencontre de l'épave. À 12h25, le palan de la grue se met en marche et tout le monde retient son souffle. Fausse alerte, le courant continue d'agir sur l'épave qui est entraînée sous le pont. À 12h40, fin du suspense. Le Vouri dévoile enfin son mystère. La caracasse de la voiture qui émerge de l'eau. Là, je vois des pieds humains. Je vois une jambe avec une chaussure de couleur marron. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'opération, comme vous le savez, a commencé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Hier, c'était infructueux. Nous avons arrêté à la tombée de la nuit parce qu'il était pratiquement impossible de continuer la plongée. Et nous avons repris ce matin. Et le résultat est là à 10 heures. Voilà. Les hommes grenouilles du capitaine de frégate Adin Kwenti et tous leurs camarades ayant participé à l'opération peuvent recevoir les félicitations de Nasseri Paul Béa, préfet du Vouri, descendu sur les lieux. Vous pouvez quand même nettoyer les habits. Et boire de l'eau parce que là-bas c'est la boue pour vous remonter. Le déplacement valait la peine en cette journée du 1er avril où le canular semble être la chose du monde la mieux partagée. Voilà, on le constate très bien, le pont sur le Vouri est de plus en plus dangereux, l'ouvrage est vétuste et ne cache plus aujourd'hui sa vieillesse. Ajouté à cela l'absence de signalisation, les usagers de la route continuent de se plaindre. Jean-John Impec et Serge Alain Auto. Le pont du Vouri en cette journée fatidique du 31 mars a écrit une autre de ses pages sombres. À chaque fois, c'est la vétusté de cet édifice qui fait problème.
donc forcément inquiète. Quand c'est ouvert là, quand vous traversez même le pont, vous comprenez à pied, vous comprenez quand le véhicule passe, vous comprenez comment le pont balance. Et si un passant peut passer même à cet endroit qui est ouvert, vous l'effrayez même, il peut se sauter, il se retrouve dans l'eau. Où est la protection? Et c'est ouvert partout, il n'y a même pas de garde-fou là. Tu dérapes là, tu vas te retrouver loin. C'est trop faible, il faut qu'on revoie ça. La traversée du pont sur le Vouri en voiture ou à pied laisse entrevoir plusieurs ouvertures qui n'ont pas jusqu'ici bénéficié d'une attention particulière des pouvoirs publics, même après avoir subi la furie de plusieurs chauffeurs d'engins. Cet endroit auquel le taxi est entré là, cet endroit est cassé depuis, c'est un camion qui allait buter là. Mais le camion n'était pas tombé, n'était pas entré dans l'eau. Et depuis, c'est là, ouvertement, le gouvernement ne peut pas vraiment prendre soin pour encadrer cet endroit, libérer, pour encadrer cet endroit pour protéger les pauvres citoyens. Ouvert à la circulation il y a bientôt 60 ans, le pont sur le Vouri, véritable passerelle entre le Cameroun occidental et sa partie orientale, est aujourd'hui dépassé. Oui, nous avions noté à la suite de cet accident qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faille prendre sur le pont du Vouri, notamment renforcer une signalisation routière dans le sens de limiter la vitesse sur le pont. Ensuite, si les panneaux ne sont pas respectés, qu'on puisse mettre en place un système de limitation par les infrastructures, notamment les ralentisseurs ou les bandes rigueuses. Et nous pensons aussi qu'il est urgent de ce que chaque fois qu'il y a un accident, que les balises qui sont démolies doivent être immédiatement remplacées parce que le risque est présent et à tout moment on peut avoir des hécatombes comme ceci. Prévu pour commencer en février 2012, les travaux de construction d'un deuxième pont sur le Vouri se font toujours attendre, soit plus d'1 an après. L'impasse et l'insécurité, c'est aussi à Kenzo. Kenzo est une localité camerounaise située à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Vous vous souvenez de cette localité qui avait été prise à partie il y a quelques jours par les rebelles de la coalition Seleka qui ont déstabilisé le pouvoir en Centrafrique. Des rebelles Seleka avaient fait éruption dans cette localité où ils avaient enlevé un policier camerounais. Depuis lors, les populations sont sur le qui-vive. La vie économique a pris un sérieux coup, l'insécurité des galons. Vous le constaterez dans ce reportage signé Benjamin Issam et Éric Fernand Kwamo. Bertois Kenzo, c'est 200 km de route au cœur de la forêt équatoriale. Passer ce périple, c'est un village frontalier à la République centrafricaine qui ouvre ses bras aux visiteurs sous les bruits d'oiseaux. Mais hier, c'était des crépitements d'armes. La preuve. Cette maison garde les traces, l'impact des balles imputées aux rebelles Seleka au lendemain de la prise de Bangui. Au cœur de la nuit, le sommeil des habitants de Kenzo a été perturbé par des hommes armés. C'était les rebelles centrafricains. Surpris à partir de 2 h du matin par les tirs des armes lourdes même, qui nous ont réveillés en pleine nuit. Partout dans la ville, puisque ces envahisseurs ont pratiquement quadrillé toute la ville. Bon, nous étions pris de panique, personne n'a pu sortir à cette heure-là. C'est au petit matin que nous sommes sortis, que nous avons constaté que nous étions envahis par, dit-on, des rebelles qui sont venus de l'autre côté de la Centrafrique. Tout le monde a fui et nous laissons au nombre de 4 au village. Et vous avez fait quoi? Et on s'est mis à marcher dans la brousse. Ces rebelles centrafricains ont enlevé un policier camerounais. Cet habitant de Kenzo l'a vu pour la dernière fois. Oui, j'ai vu le policier. Quand on l'a arrêté, il n'est pas couché, mais ils sont partis vers l'hôpital pour casser la maison des Blancs là, pour entrer aussi vers ici, pour entrer dégager ici là. De quoi faire basculer le quotidien dans ce village en territoire camerounais. Les éléments de la douane ont cédé désormais la place aux hommes armés sous les couleurs camerounaises qui veillent au grain. Kenzo, poumon économique Cameroun RCA, devenu ville morte. Les camions et autres gros porteurs, symboles de l'intégration sous-régionale, sont désormais au poids mort. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du prochain démarrage du moteur. Dans les marchés, les commerçants en souffrent déjà et vivent les premiers signes de cette paralysie. On souffre déjà. C'est la première fois que nous avons plainte par rapport à la sécurité. Et deuxième chose, le marché est trop difficile.
il y a quand même des petites depuis 48 heures là, il n'y a même rien. En attendant, cette rivière, frontalière entre le Cameroun et la RCA, garde dans son silence le secret total des incertitudes du lendemain. Michel Diotodia a constitué une nouvelle équipe gouvernementale. François Bozizé est à Yaoundé. Le peuple de l'Afrique centrale attend le retour effectif de l'intégration à Kenzo. Et justement, François Bozizé, le président centrafricain déchu, est au Cameroun. Il s'apprête à passer ce soir sa 8e nuit à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Le président centrafricain déchu y est depuis lundi dernier en attendant de trouver un autre pays d'accueil. Selon un communiqué du gouvernement camerounais rendu public lundi dernier, François Bozizé est au Cameroun pour quelques jours seulement. Rien ne filtre jusqu'ici sur une quelconque évolution. L'ancien homme fort de Bangui continue d'occuper une suite au Hilton Hôtel de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et Iya Mohamed est débiteur de plus de 9 milliards de francs CFA envers la Sodecoton. C'est la sentence du Conseil de discipline budgétaire et financière publiée en début du week-end dernier. L'institution reconnaît le directeur général de la Sodecoton coupable de 20 fautes de gestion pour la période allant de 2005 à 2010. Marcelin Gansop. Sur les 20 fautes de gestion porté à la charge de Iya Mohamed, 12 comportent un préjudice financier évalué à plus de 9 milliards de francs CFA. Ainsi, il lui reprochait entre 2005 et 2010 la dissimulation des recettes provenant de la vente d'huile et de tourteaux pour un montant cumulé d'environ 3 milliards de francs CFA. Autre faute de gestion, l'octroi des ristournes sans l'aval de l'Assemblée générale, l'engagement des fonds de l'entreprise au profit d'une association sportive sans autorisation du conseil d'administration, l'aliénation du patrimoine de la Sodecoton sans l'autorisation de l'organe compétent et sans recours à une juste évaluation préalable des biens. Également imputé à Iya Mohamed la violation du régime des incompatibilités dans l'exercice de la profession de commissaire aux comptes à travers l'attribution irrégulière de gré à gré des marchés de conseil fiscal, la perception d'avantages indus, la fixation en lieu et place des organes statutairement compétents, du montant de la rémunération du directeur général, des allocations mensuelles et des avantages en nature du président du conseil d'administration. Le conseil de discipline budgétaire et financière a également décelé les licenciements pour faute lourde en violation de la procédure disciplinaire, l'absence d'enregistrement fiscal des marchés relatifs à la pose de gazon synthétique sur un terrain de football, l'octroi d'un montant indu d'indemnité de cession au secrétaire de la commission de passation de marché de la Sodecoton et enfin la modification en lieu et place du conseil d'administration et de l'Assemblée générale des montants des indemnités des membres du conseil d'administration. À ces 12 fautes de gestion, il faut ajouter 8 autres sanctionnés au titre d'une amende spéciale. Ainsi, le Conseil de discipline budgétaire et financière a constitué Iya Mohamed, débiteur envers la Sodecoton, de la somme de 9 milliards 52 millions 78 692 francs CFA, représentant le préjudice financier subi par la Sodecoton. Il doit également payer une amende spéciale de 2 millions. En outre, Iya Mohamed est frappé de l'interdiction d'être responsable de l'administration ou de la gestion des services publics ou des entreprises d'État pendant un délai de 7 ans. La décision rendue publique vendredi frappe également Pierre Captené, président du comité de suivi du complexe sportif de la Sodecoton, ainsi que les cabinets Cameroun Audit Conseil et experts comptables associés. Et les déchéances prononcées contre Iya Mohamed pour sa gestion de la Sodecoton peuvent-elles avoir une incidence sur son avenir à la Fédération camerounaise de football? C'est oui, affirment ainsi des hommes de droit au regard de l'article 35 alinéa 4 des statuts de l'instance faîtière du football camerounais. Des détails avec Jean-Paul Souniat. Depuis la publication de la décision du contrôle supérieur de l'État sur la gestion de Iya Mohamed à la tête de la Sodecoton, le débat nourrit les conversations dans les chaumières et a d'ailleurs fait les choux gras de la presse.
Le consup lui reproche 20 fautes de gestion qui ont fait perdre plus de 9 milliards de francs CFA à la Sodecoton entre 2005 et 2010. Il n'est pas possible pour lui, en l'état, d'être candidat à la présidence de l'Africafoot à partir du moment où on a l'article 35 alinéa 4 qui dit que les candidats ne doivent pas être convaincus de malversation financière. Monsieur Iya Mohamed est, à mon sens, convaincu de malversation financière, sous réserve pour lui d'engager les procédures idoines contre la décision du Conseil du contrôle supérieur de l'État. La déchéance de 7 ans prononcée contre Iya Mohamed dessinerait en pointillé son avenir à la tête du football camerounais. S'achemine-t-on vers une fin de règne de Iya Mohamed? La question reste posée. Si M. Iya Mohamed est interpellé, ça veut dire tout simplement que désormais sur le plan physique, il ne sera pas en mesure d'assumer sa gestion au cas où il est élu président de l'Africafoot. Un conseil d'administration extraordinaire de la Sodecoton a été annoncé. D'aucuns y voient un seul point à l'ordre du jour, l'éviction de Iya Mohamed de la Sodecoton. Quel sera le sort de Iya Mohamed pour ces malversations qui lui sont reprochées? Seuls les jours à venir le diront. Affaire du journaliste jeté en prison contre le directeur général de la Socatur, cette société de transport intra-urbain à Douala. Notons que le syndicat national des journalistes du Cameroun dénonce l'incarcération de Jean-Marie Tchatchouan écroué à la prison centrale de Niobel dans la ville de Douala depuis le 25 mars dernier. L'infortuné a été condamné à 2 mois de prison ferme après avoir été reconnu coupable des faits de diffamation contre le directeur général de la Socatur. Le SNJC annonce des manifestations dans les prochains jours si jamais l'infortuné n'est pas libéré. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Tout de suite, en politique sénatoriale 2013, le SDF entre officiellement en campagne électorale. Le parti a présenté sa liste au cours d'une conférence de presse donnée par le président régional du principal parti politique de l'opposition au Cameroun pour le centre. Et le programme officiel de la campagne a été dévoilé à cet effet. Yannick Mbazoua. Ce sont ces hommes et femmes qui conduiront la liste du Social Democratic Front pour les sénatoriales 2013 dans la région du centre. 7 candidats titulaires, dont 4 hommes et 3 femmes. La stratégie de campagne est simple et se veut confiante. On part aux élections, mais ces élections-là, on va les gagner. Et notre stratégie, c'est de défendre l'intérêt des Camerounais, de défendre l'intérêt des collectivités territoriales et locales. Du centre, on a formé une équipe jeune de femmes, d'hommes et de femmes qui vont se mettre au travail dès ce jour pour conquérir ce département. Bien, nous allons aux élections sénatoriales et c'est pour gagner. Le SDF est prêt pour les élections. C'est l'affaire des Camerounais. Nous allons aborder les conseillers des ECA. Nous allons parler et je crois qu'ils sont Camerounais et pourront nous comprendre. Le message de ratissage large des électeurs est clair, concis et précis. Et notre stratégie, c'est vraiment le changement, d'en finir avec tous ces anciens, des gens qui partent, qui reviennent 30 ans après leur retraite, 20 ans, et on a de la jeunesse, il faut qu'on avance. Le Social Democratic Front entend ainsi convaincre tous les conseillers municipaux de la région du centre. Une campagne qui se déroulera selon le calendrier suivant. Mardi 2 avril, descente des candidats dans la Mofou et Afamba. Mercredi 3 avril, descente dans l'Oignon et Kélé. Jeudi 4 avril, descente dans l'Ombam et Inugu. Vendredi 5 avril, campagne dans l'Onfundi. Samedi 6 avril, descente dans l'Oignon et Sceaux. Dimanche 7 avril, campagne dans la Mofou et Akono. Lundi 8 avril, campagne dans la Lekié. Mardi 9 avril, toujours dans la Lekié. Mercredi 10 avril, dans la Haute-Sanaga. Jeudi 11 avril, dans l'Oignon et Foumou. Vendredi 12 avril, dans l'Ombam et Kim. Et samedi 13 avril, enfin, une dernière campagne dans l'Onfundi. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quant à lui, donnera le ton de sa campagne ce mardi 2 avril 2013 lors de la réunion d'information générale du bureau politique. La campagne en vue des sénatoriales annoncée pour le 14 avril de cette année est lancée depuis samedi dernier. Seulement, cette campagne pourrait ne pas connaître le même engouement que lors des autres consultations électorales au Cameroun. Pour des experts en marketing, les premières sénatoriales au Cameroun tiennent leur caractère timide de la spécificité de cette élection, comme le témoigne ce reportage signé Jean-Paul Chouniata.
campagne électorale pour les sénatoriales officiellement lancée depuis le 30 mars 2013. Le public attend toujours de voir une effervescence populaire comme c'est le cas lors des législatives, municipales et présidentielles. D'aucuns trouvent la campagne de ces sénatoriales très timide. Il y a déjà la nouveauté de ce type d'élection. C'est un suffrage indirect, donc les électeurs sont connus et ils constituent un petit groupe de personnes par rapport à la population totale. L'on a même entendu des militants de différentes formations politiques engagées à ces élections dire attendre le feu vert de la hiérarchie de leur parti avant toute entrée en campagne. Les partis veulent avoir des comportements homogènes dans les régions où ils se présentent et donc ils attendent des organes centraux du parti qu'on leur donne la conduite à tenir. Les spécialistes en marketing citent aussi le paramètre financier de cette campagne jugée très onéreuse si elle s'adresserait au grand public. Si vous vous lancez dans une campagne grand public pour ces sénatoriales-là, vous risquez de supporter des coûts qui sont très élevés parce que vous savez très bien qu'une campagne de communication, même pour un homme politique, est assez coûteuse. Donc, il me semble que... D'autre part, il n'est pas exclu de voir d'ici le 13 avril, veille des élections, des partis comme le RDPC ou le SDF mener une campagne grand public dans la perspective des législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Voilà, en attendant, c'est un ouf de soulagement pour les seigneurs de la terre dans la commune d'arrondissement de Bamenda 2. Nous sommes dans la région du nord-ouest du Cameroun où des agriculteurs viennent de recevoir de l'autorité municipale des semences à améliorer pour booster la production. Sandrine Babo. Les agriculteurs de la commune d'arrondissement de Bamenda 2 ont le sourire aux lèvres. Ils sont désormais rassurés sur une bonne récolte cette année. Une situation rendue possible grâce à cette remise de dons de semences améliorées. Le geste est de l'autorité municipale de la localité et du délégué régional du Minader pour la région du Nord-Ouest. Objectif, encourager ces seigneurs de la terre de Bamenda 2. Notre but est d'aider les agriculteurs qui n'ont pas assez de semences afin d'augmenter leur productivité et leur Le don, constitué de semences de pommes de terre, de haricots et de maïs, concerne 6 groupements de la commune de Bamenda 2. Un ouf de soulagement pour ces agriculteurs qui ne disposent pas toujours d'assez de moyens pour s'en offrir. Nous sommes très contents de cette initiative du maire, un signe d'encouragement à plus de travail afin d'organiser un comice où on pourra découvrir les différentes cultures. Un geste de cœur qui arrive également à point nommé, surtout en ce début de saison pluvieuse. Le programme, rendu à sa 5e édition, appelle aussi à une synergie entre ces paysans afin qu'ils puissent relever le défi de l'agriculture dans la région du Nord-Ouest. Fête de Pâques, nous en reparlons ce soir dans ce journal. L'église évangélique du Cameroun, le synode de Biémassi à Yaoundé, oublie les vieilles querelles et s'offre un climat de paix, d'amour et de convivialité. La célébration pascale était placée sous le signe de l'amour et de l'effort. Yannick Mbazoa. C'est une ambiance bon enfant qui s'est faite maîtresse ce dimanche de Pâques à l'église évangéliste du Cameroun, synode de Biémassi. Le mauvais vent qui a failli souffler dans cette église a été bloqué par l'Esprit Saint. Bon, le mauvais vent a failli souffler, mais il n'est même pas arrivé. Donc vous-même, vous voyez, s'il y avait eu un vent, on ne serait pas à ce niveau. Mais le mauvais vent a failli souffler, mais ça va. Oui, tout va sous le contrôle de Dieu. Chants, danse, prières. Parce que si les filles calent à la table, nous ne serons pas ici. Tous les ingrédients d'une communion pascale étaient au rendez-vous. Surtout que la résurrection de Jésus-Christ est un signe d'espoir et de réconfort. Il faut que chacun sache que les difficultés ne doivent pas écraser les êtres humains au point qu'ils se découragent. Mais qu'avec Jésus qui ressuscite, nous devons avoir du courage pour continuer dans cette vie où Jésus nous appelle et nous rassure qu'il est avec nous. La fête était belle, l'émotion grande. Baptisés, communiés, confirmés, ont redoré le blason de cette cérémonie.
fini les rancœurs à la paroisse de l'église évangéliste du Cameroun, synode de Biémassi. Bienvenue à l'union des cœurs. Et que cette union dure dans le même contexte à Ebolova, dans la région du Sud. Les âmes en détresse de la ville étaient au centre de la célébration de la fête de Pâques. Monseigneur Jean Balga, évêque d'Ebolova, est allé au chevet des familles désœuvrées, Roger Takala et Sandrine Babo. De proximité, le prélat du diocèse d'Ebolova a touché du doigt les réalités et le quotidien des populations des quartiers de Amang. Monseigneur Jean Baga, assisté de ses collaborateurs, ont tour à tour visité les fidèles en détresse de cette localité, encore appelée quartier Bamileke. Le réconfort de l'église est important, mais cela ouvre à ma pastorale des champs nouveaux que je vais essayer d'évaluer progressivement, afin de pouvoir faire connaître ce qui a lieu de faire connaître. Dans chacune des maisons, le prélat a conforté les malades, imposé des mains, organisé des prières afin de leur redonner confiance. La souffrance des hommes est aussi la souffrance de Jésus qui n'est jamais absent, le dira-t-il. L'occasion a également permis à l'homme de Dieu de constater les problèmes criards de ce quartier, absence d'eau potable, insalubrité, habitation précaire. J'ai voulu rencontrer les familles dans leur réalité de tous les jours et écouter quelle est leur spécificité. Je prie particulièrement pour tous les jeunes que j'ai rencontrés qui ont des projets et qui sont inquiets pour leur avenir. Afin de remédier à cette situation qui a un impact négatif sur les populations, Monseigneur Jean Baga a invité les habitants des quartiers Amang à se souder les coudes. Et une note triste pour refermer la première partie de ce journal, le docteur Samuel Makit n'est plus. L'ancien président de l'Union des populations du Cameroun, dite des fidèles, entre 2004 et 2011, est décédé hier des suites de maladies. Ce cancérologue a été lui-même terrassé par un cancer selon des sources. La nouvelle a été confirmée par le responsable de la communication de ce parti, Hilaire Ham Ekwe. Beaucoup de courage à la grande famille politique camerounaise, monsieur aux militants du parti de 1948. Madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour la seconde partie consacrée au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Retour sur la liberté de la presse au Cameroun à la faveur de l'incarcération du journaliste, directeur de publication du journal Parole pour diffamation. Un procès a été intenté. Et puis, la première partie à l'instance a abouti à la condamnation de Jean-Marie Tchouan à 2 mois de prison ferme pour diffamation. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau 2 journalistes. Camille Nélé, bonsoir. Bonsoir Fédéron. Vous êtes journaliste d'investigation. En face de vous, Casimir Tangé, bonsoir. J'aime bien quand on dit Casimir Désiré Tangé. Bonsoir à tous les téléspectateurs. La précision vaut la peine. Casimir Désiré Tangé. Vous êtes journaliste, vous êtes le directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Merci d'avoir accepté ce plateau. D'abord, comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'incarcération de ce confrère, Jean-Marie Tchouan? C'est toujours avec beaucoup de douleur, beaucoup de la peine que nous accueillons chaque fois qu'il en est question la condamnation d'un confrère. Je crois qu'aucun journaliste ne peut se réjouir de la condamnation d'un confrère. Donc nous aussi, nous avons appris ça. D'ailleurs même, nous avons envoyé une équipe de reportage couvrir le procès de bout en bout et nous avons suivi tout ce qui s'est passé. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous acceptons ce verdict. Moi, pour ma part... C'est vrai, il ne s'agit pas puisque le procès a abouti en instance. C'est vrai que le conseil de Jean-Marie Tchouan a dit avoir interjeté appel. Donc, il n'est pas question pour nous de commenter une quelconque décision de justice, mais nous allons aller un peu plus en profondeur. De même, je vous remets la parole. De même, il n'est pas question de faire le procès, de ce procès. Mais moi, je dis qu'il est regrettable de voir un journaliste jeté en prison. Mais il est tout autant regrettable de constater les dérives de la presse. Parce que ces dérives-là, autant les journalistes devraient savoir les condamner et s'arranger à ce que ces dérives soient jugulées, autant les journalistes eux-mêmes doivent faire preuve de responsabilité dans le traitement de leurs informations. Ce qui fait que, chaque fois qu'un journaliste est condamné, il ne faut pas regarder le fait qu'il ait été condamné, soit
à une peine de prison, soit à une grosse amende à payer. Mais il faut regarder pourquoi et comment il s'est retrouvé là-dedans. Moi, c'est donc avec beaucoup de peine que j'ai accueilli cela. Mais seulement, avant d'accueillir cette décision extrême, j'ai suivi ce procès aussi. J'ai suivi le déroulement et j'ai suivi l'escalade de cette affaire. Et c'est pour cela que moi je dis que la réaction du syndicat des journalistes est une réaction corporatiste. Mais ce même syndicat a vu aussi comment, pendant plus de 5 à 6 mois, cette situation a abouti à un procès. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter une incarcération? Bien sûr, pourquoi pas. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, tous les journalistes, nous tous, journalistes camerounais, militons pour la dépénalisation de la presse, des délits de presse. Mais seulement, vous savez très bien, Fénéron Mahop, en tant que journaliste, ce que peut faire, quel mal peut faire un article de presse, surtout un article de diffamation. Vous savez très bien que quand un journaliste écrit dans un journal que vous êtes un homosexuel, même votre enfant a des problèmes à marcher dans la rue, surtout si ce n'est pas vrai. Et pourtant, ça ne se répare pas. Donc moi, je dis que c'est toujours très très dangereux de laisser péricliter cette situation où il y a comme une sorte d'impunité, même dans les milieux de la presse. Aujourd'hui, avec le Conseil national de la communication qui commence à se mettre en place, on voit déjà comment un certain nombre de démarches correctives sont posées dans le sens de moraliser la presse et dans le sens d'amener les journalistes à faire un peu plus preuve d'orthodoxie. Casimir Deseletaye. Je voudrais que mon excellent confrère Kamine, que je respecte d'ailleurs très bien, essaie de relativiser la chose. Je ne pense pas qu'il y a autant de... Je ne pense pas que la condamnation, la peine privative de liberté est une solution comme il veut nous faire croire. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de la mise au point. Il y a la possibilité du droit de réponse. C'est vrai, même si les journalistes extrapolent, et même pour revenir au cas de Jean-Marie Tchatchang, même s'il a fait une faute, je crois que le journaliste n'est pas... Le journaliste est un être humain. Exactement, et il exerce un corps de métier exactement comme tous les autres corps de métier. Et j'ai l'habitude de dire ceci, je le dis depuis au moins 20 ans. Si le journaliste se trompe, on peut l'amener à corriger par un droit de réponse ou une mise au point. Alors, mais lorsque le médecin se trompe, par acharnement... Je vais déjà vous dire comment les autres corps de métier se trompent et quelles sont les conséquences. Quand un architecte se trompe, c'est un mur qui s'écroule et une maison qui peut tomber sur tous les habitants. Lorsqu'un médecin se trompe, c'est la catastrophe. Quand un pharmacien se trompe, c'est la catastrophe également. Mais quand un journaliste se trompe, montrez-moi un peu qu'est-ce que ça a déjà pu faire. Quand Camille nous dit, quand un article de presse ou bien un délit de presse, qu'est-ce que ça a pu faire, ceci ou cela. Donc je dis, le journaliste est un être humain qui peut se tromper. Et quand il se trompe, il a la possibilité de se corriger. Je ne pense pas que l'emprisonnement, la peine d'emprisonnement, encore qu'il est en train de nous expliquer qu'on est à l'ère de la dépénalisation des délits de presse. Qu'est-ce que donc cette peine peut donc vraiment, véritablement apporter? Je suis assez mal à l'aise que mon excellent jeune confrère Casimir Deseletaye m'amène à vouloir prendre une posture de procureur alors que lui il joue les avocats. Non. Je voudrais qu'on se comprenne et que les choses soient claires. Pour ceux qui ont suivi cette affaire, on a vu monsieur le directeur de Parole écrire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 éditions. Écrire sur la même personne. Dire que cette personne gagne 2 millions, cette personne fait partie du G11, cette personne s'attaque au président de la République. Je dis que quand une information revient 10 fois dans un journal, je ne sais pas si c'est de l'information, mais je pense que c'est de l'acharnement. Mais passe encore. Ce qui est certain, ce qui est connu dans la presse aussi, c'est qu'il y a un collaborateur de M. Tchatchang qui est allé voir le directeur de la Socature. Et le directeur de la Socature, c'est connu, lui a dit, écoutez, vraiment, moi je ne sais pas ce que vous voulez, mais vraiment, voici 100 000 francs, allez vous débrouiller. Qu'il ait donné cet argent à son directeur de publication ou pas, ce qui est certain, c'est qu'il ressort des milieux de la presse que le directeur de la publication aurait dit qu'il veut 2 millions, il ne veut pas 100 000 francs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que ce qui est le plus grave, c'est que le journaliste a la mission d'informer, d'éduquer, d'éclairer. Et quand il pose un acte, il donne une mauvaise information.
cette information cette information l'amène devant le tribunal, il a le devoir d'apporter les preuves. Or, alors, mais face à cette exigence d'apporter les preuves, il a des instruments qu'il peut opposer également, c'est la protection de sa source d'information. La protection de la source d'information, mais moi je pense que quand on demande la protection de la source d'information, dans un article qui dit que cette personne gagne 2 millions, que cette personne fait partie du G11, je ne sais pas si il faut cacher une source d'information quand vous affirmez. Vous faites de pareilles affirmations. Moi, je dis donc que je ne voudrais pas que ce soit une sorte de procès, soit de ce procès, soit de M. Tchatchoua. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu le punir autrement? Mais il y a toujours moyen de punir autrement. Mais seulement vous oubliez qu'il y a des journaux ici qui n'ont même pas de bureau. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas saisir ce journal. Il y a des journaux dans on a pu le saisir lui-même déjà. Dans le cas d'espèce, quelqu'un qui a publié la même information pendant 18 numéros, ça veut dire qu'il était sûr de lui. Mais comment est-ce qu'il n'a donc pas pu apporter la preuve devant le tribunal? Moi, je dis, je ne fais pas le procès. Protéger sa source d'information, il peut opposer cet argument. C'est très facile de le faire. Mais seulement, je vais vous donner un exemple. Quand aujourd'hui, je vois le syndicat exiger la libération de M. Tchatchoua, c'est tout à fait normal. C'est normal que le syndicat exige la libération de son journaliste. Mais seulement ce syndicat, quand par exemple il a vu l'action posée par M. Casimir Kewomogem, le directeur de Satellite, il y a une dizaine de jours, dont l'un des journalistes a écrit un article contre M. Tiako. M. Tiako a été insulté. Mais seulement lui, M. Casimir, s'est rendu compte que, hey, ces informations ne sont pas possibles. Il a fait une mise au point. Il a fait un virage. Il n'a pas fait une mise au point. Il a demandé des excuses publiques devant son journal. Que vraiment, l'erreur est humaine. Je me suis trompé, monsieur, je vous demande. Je pense que le syndicat aurait dû aussi adresser les félicitations à monsieur le directeur de publication de Satellite. Non, je crois qu'il faut déjà qu'on se le rappelle, ce n'était pas la première condamnation dans le cadre de ce procès. Monsieur Jean-Marie Tchatchoua avait déjà été condamné il y a environ 6 mois dans une autre procédure contre la même société à une peine qui n'était pas privative de liberté. Donc ça, c'était déjà la deuxième condamnation. Mais c'était une peine assortie d'un sursis. C'était justement une peine assortie d'un sursis, comme tu le précises, Fénelon. Et il a continué justement, et d'où cette deuxième. Mais ce qui me sidère un peu, c'est cette attitude d'aller absolument chercher à mettre le journaliste en prison. Lorsqu'on condamne à 2 mois de prison, nous le savons généralement, c'est une condamnation qui n'est pas astreinte à la privation de la liberté. Et le code de procédure pénale donne la procédure à un présumé ou bien à un coupable condamné à moins de 3 mois de prison de demander immédiatement la liberté provisoire. Et c'est ce que Jean-Marie Tchatchoua, par son conseil, que j'ai essayé d'approcher, le juge justement est libre d'accepter ou de refuser, mais la loi autorise déjà cela. Lorsqu'on est dans une période délicate comme celle-ci, nous sommes en train d'aborder la période de la campagne électorale pour les sénatoriales qui auront lieu le 14 avril. Je pense que on ne doit pas donner un alibi, aux opposants d'utiliser cette histoire, cette condamnation contre notre confrère pour fragiliser le parti au pouvoir ou bien pour fragiliser les institutions. Je pense que cette condamnation est très malvenue. Le moment n'était pas indiqué et il y avait plusieurs façons de corriger notre confrère comme tu l'as expliqué tout à l'heure. On peut remarquer un peu de zèle, un peu d'excès de la part des autorités de justice, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de militer pour l'émergence des instruments de régulation à l'interne qui peuvent amener à éviter un certain nombre de dérives en ce moment-ci. Même l'autorégulation interne, comme vous le dites, qui est d'ailleurs la bienvenue, mais si elle se passe à tête chercheuse, comme elle a commencé avec ceux qui venaient d'être installés dernièrement, et que Camille a fait allusion tout à l'heure, avec les fameuses sanctions qui viennent d'être données là, juste parce qu'il faut protéger tel ou tel candidat ou tel parti, nous ne sommes pas d'accord. Donc l'autorégulation, oui, mais pas de la manière qu'elle a commencé là. Non. Pour terminer, moi je dirais à mon jeune confrère Casimir, c'est vrai, il est question de privation de liberté. C'est vrai, il est question de liberté. Mais ce que je veux lui dire, c'est que la liberté, toute liberté, doit avoir des limites.
Une liberté qui n'a pas de limite est une liberté dangereuse. Tu l'as dit toi-même, Fénelon, que monsieur le directeur de publication de Parole a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme contre le même individu. Mais il a continué. Il s'est obstiné. C'était de l'acharnement. Alors, moi je dis, il faut l'encadrer. Nous allons refaire. Je pose une question à Casimir. Si un journal écrit dans un journal que tu es un homosexuel. On l'a même déjà fait. Moi, je me suis dit que ça c'est rien. On a dit que je n'ai jamais été à l'école, je suis homosexuel, mais ça ne change rien. Moi, je sais ce que je suis et je ne suis pas noté par. Je ne sais pas si tes enfants vont apprécier. Merci Camille Nédé, Casimir Désiré Taï, merci d'avoir accepté ce plateau, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. J'aurai le plaisir à vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.